Dans l'univers interconnecté qui est le nôtre, toute crise localisée est-elle potentiellement une crise globale? La mondialisation est-elle un incontrôlable accélérateur de pandémie? Toute grosse crise en Chine est-elle désormais susceptible d'entraîner l'humanité entière dans le désastre? Ce sont quelques-unes des questions que pose la propagation du coronavirus qui touche aujourd'hui une trentaine de pays dans le monde, dont la France, où l'on compte un mort au moment où nous enregistrons. Je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a quand même des chaînes de transmission autochtones. C'est-à-dire les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à La Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens. C'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Pour y répondre, nous avons fait appel à Jean-Joseph Boileau. Ce professeur agrégé en sciences économiques est un spécialiste des pays émergents et de ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Chine d'Afrique aux éditions Odile Jacob. C'est notre entretien d'actu. Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous demander si la France est en mesure d'affronter le coronavirus, car vous n'êtes pas un spécialiste des politiques de santé publique, mais je vais tout de même vous demander si nous ne risquons pas une pénurie de médicaments et d'équipements médicaux dans l'état actuel de l'industrie pharmaceutique mondiale. Écoutez, pour la France, je ne sais pas. Ce que j'observe, c'est que dans tout un ensemble de pays émergents, dont je m'occupe, on observe effectivement des risques très très importants et des pénuries d'ores et déjà très importantes. En Chine même, il ne faut pas l'oublier, qui est quand même l'usine du monde, on a une pénurie de masques depuis... J'ai de la famille qui habite sur place et il y a eu des pénuries de masques pendant plusieurs semaines. Il y a encore difficulté à trouver des masques. En termes de médicaments, la Chine produit à peu près 80%. Des principes actifs notamment. Des principes actifs qui servent à l'essentiel des médicaments dans le monde. Et un pays comme l'Inde, qui s'était spécialisé sur la chaîne de valeur ajoutée dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment pour les génériques, dépend en totalité des approvisionnements chinois. Or, depuis maintenant 15 jours, les usines d'Inde sont en rupture d'approvisionnement. Donc on voit bien effectivement que, et comme un peu ce qu'on appelle le vol de papillon, en Afrique, et bien tout d'un coup, on a une rupture des approvisionnements de médicaments. Donc c'est assez intéressant, c'est, je pense, la première fois que l'on a, sur le plan sanitaire, une crise de cette ampleur qui teste la résistance, la capacité de la chaîne dite de valeur mondiale d'adresser un problème de ce type-là. Et pour l'instant, la réponse n'est pas convaincante. Ben, en France, en Europe, on n'a pas une chaîne de valeur complète en matière pharmaceutique. On s'occupe beaucoup de brevets, de recherche, mais les principes actifs, d'autres éléments de l'industrie sont fabriqués en Chine ou en Inde. Est-ce que ce n'est qu'une question de temps pour qu'on arrive à essoufflement ? Je ne sais pas, parce que tout dépend de la façon dont on va sortir de cette crise du coronavirus. C'est une sorte, si vous voulez, de ce qu'on appelle wake-up call. Et après, il faut appuyer sur les boutons et appuyer sur les bons boutons. Donc comment on va s'organiser, se réorganiser? Je crois que personne, pour l'instant, n'a envisagé sérieusement le type de réponse structurelle. On peut très bien dire cette crise va nous permettre d'ajuster la chaîne de valeur ajoutée mondiale et on va rester finalement à l'intérieur de cette chaîne de valeur ajoutée mondiale en faisant comme par exemple Apple ou Microsoft ou bien Dell, multiplication d'usines. Donc il y a une usine maintenant aux États-Unis. Apple avait bien anticipé ce genre de risque, de sorte qu'ils ressentent moins douloureusement la crise en Chine. Il est possible qu'en Europe, on s'oriente également vers le même type de réponse, c'est-à-dire de sorte, vous voyez, de duplication d'usines qui permettent de faire face à ce genre de risque de pandémie, puisque par définition, la mondialisation telle qu'elle évolue depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, amène à ce qu'on internationalise toujours plus l'industrie mondiale. Les gens se déplacent aussi de plus en plus. Donc c'est intéressant de voir comment le coronavirus est aussi une question pas seulement de migration, mais là de flux touristiques qui, tout d'un coup, par exemple en Thaïlande, chute de 90% du nombre de touristes, etc. Et ça, personne n'avait vu venir. Est-ce qu'on peut dire que la Chine est déjà en récession et qu'une crise économique mondiale est dans l'ordre des possibles, là ? Alors, c'est un peu comme le nombre de victimes du coronavirus en Chine. Moi, je ne sais pas qui est capable de nous dire quelle est exactement
la situation en termes de cas de contaminés, en termes de décès. À titre personnel, c'est une intuition, je rajoute un 0 à chacun, en gros. Je pense qu'on a très largement, en Chine, les autorités de Pékin ont très largement sous-estimé, sans en être conscientes au départ. Il y a tout un ensemble de problèmes statistiques qui se posent. Par exemple, beaucoup de gens sont restés chez eux, sont morts chez eux, ont été incinérés parce que les familles ne voulaient pas que les gens de leur famille soient transportés dans des hôpitaux de quarantaine où ils vont être incinérés sans pouvoir faire les rites familiaux, qui est un élément essentiel de la culture chinoise. Et vous avez eu des gens qui ont été contaminés, mais comme ils sont restés chez eux, finalement, ils n'ont pas été pris dans les statistiques de contamination. La Chine a mis pas mal de temps à mettre en place un quadrillage systématique de la population chinoise qui s'appuie sur les comités de quartier, comme au moment de la révolution culturelle. D'ailleurs, vous voyez, ils ont fait le grand bond en arrière, là, 40 ans en arrière. Et ce sont ces comités de quartier qui sont à l'origine des statistiques qu'on va pouvoir recevoir. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de comités de quartier qui fonctionnent de façon tout à fait à l'ancienne, bureaucratique, on écrit sur des bouts de papier, etc. Donc, on n'a pas vraiment de données très très précises. Ce qu'on sait, ça c'est pour répondre aux gens qui disent que c'est pas plus grave qu'une grippe, qu'une épidémie de grippe. Ce qu'on sait, c'est que c'est nettement plus grave. Alors, est-ce qu'on est en récession? Même chose, sur le plan économique, si vous prenez les données statistiques publiées par la Chine, pour l'instant, on est encore sur un trend de croissance de 5-6%. Les autorités chinoises reconnaissent que ça va peut-être baisser d'1 point. Je ne vois pas du tout comment, avec ce choc, depuis en gros mois de décembre en fait, janvier, puis février, on ne va pas connaître une récession. Une récession, c'est qu'entre le mois de janvier 2020 et le mois de janvier 2019, eh bien, si c'est une récession, vous allez avoir une baisse du niveau de production. Ça me paraît inconcevable de croire que la Chine va échapper à une récession. Toute la question maintenant, plutôt, est de savoir, on a 2 scénarios d'évolution de cette épidémie. Soit il y a un pic qui a été atteint, les Chinois ont tendance, enfin les autorités chinoises ont tendance à dire que ça y est, le pic vient d'être atteint, puisqu'effectivement le nombre de gens contaminés a tendance à se réduire de jour en jour. Ça augmente, mais moins qu'eux. Et à ce moment-là, on aurait, en gros, c'est le scénario de Xi Jinping. Il pousse à la reprise de la production. Il a donné des instructions au comité de quartier pour laisser partir les travailleurs qui sont dans les zones côtières, en fait, dans les plateformes d'exportation. Et on aurait une reprise, alors plutôt graduelle. Là, on ne va pas être dans une reprise qu'on appelle en V, c'est-à-dire un rebond économique, mais on aurait une reprise graduelle jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut chinois, pour l'ensemble de l'année, va perdre 2 points, ce qu'on appelle. Donc, au lieu d'avoir 6% de croissance tel que c'était prévu encore en décembre, on va aller plutôt vers du 4%. Il y a un autre scénario qu'on ne peut pas du tout écarter. Cet autre scénario, c'est que, on le voit avec ce qui est en train de se passer en Italie, en France, en Europe, c'est qu'on a un phénomène de réduction peut-être en Chine, de l'épidémie, mais elle devient pandémie. Et notamment, on est quand même surpris de voir que ce sont des pays très importants sur le plan économique qui sont touchés, c'est toute l'Asie. Or, la Chine ne produit rien par elle-même sur cette chaîne de valeur ajoutée à 100%. Il y a des composants du Japon, la Corée. Or, la Corée est très très touchée en ce moment. Si vous prenez la population coréenne rapportée à la population chinoise, il y a actuellement beaucoup plus de cas en Corée, de gens contaminés et de morts. Ce qui m'amène d'ailleurs à penser que si je rajoute un 0 sur les statistiques chinoises, je ne dois pas être tout à fait à côté de la plaque. Vous avez Taïwan, vous avez Hong Kong, et puis c'est en train de descendre vers toute l'ASEAN, la Thaïlande, Singapour est en récession. Alors eux, si vous voulez, c'est transparent, donc on a des données précises. Hong Kong est en récession. Donc oui, je pense qu'on va devoir probablement travailler sur ce scénario H2, que j'appelle, c'est-à-dire un phénomène de mondialisation du risque, pas nécessairement le coronavirus qui va toucher tous les pays du monde, mais d'une mondialisation de la perception d'un risque qui va se traduire par le fait que vous avez donc une réduction des voyages, des échanges, etc., etc. Et que les prévisions du FMI pour l'année étaient aux alentours de 3%, avec cette idée d'une petite reprise économique. C'était encore en octobre, non, janvier, leur dernier rapport. Je pense qu'on va perdre la moitié à peu près de la croissance, donc on devrait arriver à 1,5% de croissance au lieu de 3% à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire, pour un pays comme la France, ça me surprend quand même qu'on ait pas commencé à anticiper les conséquences économiques de cette pandémie. La France se relevait péniblement, elle allait
vers 1% de croissance, 1,1, le marché du travail allait mieux, etc. Et bang, tout d'un coup, vous avez ce choc qui arrive parce que c'est un choc économique. Est-ce que ce choc économique va s'exprimer premièrement sur les marchés financiers? On les sent très nerveux en ce moment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai tendance à dire que la crise du coronavirus de 2019-2020, on l'appelle le Covid-19, donc on va rester là-dessus, est comparable, à mon sens, en choc, à la crise de 2008, qui était une crise financière de 2008. En disant que la crise financière de 2008, c'est une crise, on va dire, du monde capitaliste de marché, et qu'elle s'est exprimée par un grand choc sur les marchés financiers. Et là, l'épidémie a pris la forme d'une contagion sur les marchés financiers. Parce que le mode de développement de l'Occident accorde une très grande importance. On dit qu'on est surfinanciarisé. Et il y a eu ensuite une lente reprise, et il a fallu 10 ans pour récupérer le niveau de 2008. Dans le cas chinois, on n'est pas sur une crise financière, parce que pour l'essentiel, c'est de la production. C'est des échanges de matières premières qui sont importées d'Afrique, transformées en Chine et ensuite réexportées sur les marchés des pays développés, etc. Et donc là, les marchés financiers expriment beaucoup plus, pour l'instant en tout cas, deux phénomènes. Premièrement, la récupération, le retour des marchés financiers, le rebond des marchés financiers, qui a fait des milliardaires en 2019, quand on n'a jamais autant distribué de dividendes et les actions n'ont jamais autant progressé, était, selon les spécialistes, plutôt surévalué. D'accord ? Comme souvent dans le monde de l'économie de marché, on a des tendances de surajustement. Donc on était au-dessus du vrai niveau d'équilibre des marchés. Et donc on était déjà face à une vraie question, c'était une correction des marchés. Et tout le monde l'attendait. Forte correction. Non, au départ, non. Au départ, c'était une correction qui était entre 5 et 10%. C'est ajouté dessus, effectivement, une concomitance, le fait que tout d'un coup, il y a une incertitude sur le bon niveau des marchés, parce que je ne sais pas si l'action L'Oréal, l'action LVMH, etc., c'est non seulement l'excès de croissance du cours de l'année précédente, mais dans quelle mesure aussi, puisqu'une action c'est un peu son rôle, c'est un jeu, un pari pour l'avenir, dans quelle mesure le choc sur L'Oréal, LVMH, Alstom, etc., va être, hypothèse 1, comme je disais, petite récession, ou hypothèse 2, un choc beaucoup plus récessif. Donc les marchés sont nerveux pour cette raison-là. Moi, je prends plutôt comme indice, puisque ce n'est pas l'indice financier qui, je pense, est le plus pertinent dans cette crise, ce sont les indices qui traduisent l'activité réelle. Donc c'est le pétrole, les hydrocarbures, en gros, à la fois leur prix, mais aussi les volumes, c'est très important. Et puis les matières premières, on voit que les cours du cuivre, des métaux s'effondrent. Et donc là, on a vraiment l'idée qu'il y a bien un phénomène de correction sur les marchés qui a été insuffisant pour l'instant, qui devrait continuer en réalité à s'ajuster dans les semaines à venir. Donc on va avoir la conjugaison, de ce point de vue-là, c'est bien une crise mondiale, dont le point de départ et la crise chinoise, et qui va alors prendre un format différent de la crise de 2008. Elle va progressivement, un peu comme le coronavirus, c'est assez intéressant, elle va progressivement développer une pandémie économique mondiale, je pense. On va voir par exemple sur l'Italie, la croissance italienne qui est déjà extrêmement fragile, là est très touchée par exemple. Vous estimez que le coronavirus expose les limites du système politique autoritaire chinois. Pourquoi ? Eh bien parce que, de la même façon qu'on a pu, je pense à juste titre, critiquer au moment de la crise financière de 2008, le mode d'organisation capitaliste du monde, de la même façon, on s'aperçoit que le mode capitaliste d'État chinois est en réalité le vrai responsable de la crise du coronavirus. Pourquoi ? Bien sûr, ce n'est pas lui qui a nécessairement créé la bactérie, le virus, mais la façon dont ça impacte l'ensemble de la Chine et puis l'ensemble du monde sont liées à un mode de régulation en Chine qui est, comme le dit le grand économiste indien Amartya Sen, tout à fait caractéristique de l'incapacité des régimes autoritaires à permettre une circulation relativement fluide de l'information, permettant de remonter de l'information pertinente et à partir de cette information pertinente, de réagir et d'adapter son processus. La Chine est un pays où tout le monde a peur, il faut le savoir, et à juste titre, vous avez des journalistes chinois qui ont disparu, par exemple. Dans le quartier où habite une partie de ma famille en Chine,
ma fille m'expliquait que personne n'ose parler. Donc, s'il y a un malade, on ne va même pas en parler, on attend que le comité de quartier s'en empare. Et d'autre part, les autorités chinoises ont installé un système de surveillance généralisée, en utilisant en même temps, comme dans Orwell 1984, en utilisant les technologies modernes, donc WeChat, Weibo, etc., mais en les censurant, donc en captant les informations qui passent sur les réseaux, et lorsque c'est nécessaire de les censurer. Or, on a des experts qui suivent de très près les flux de circulation sur WeChat en particulier, Weibo, et qui montrent bien comment les autorités chinoises ont imposé une censure extrêmement stricte à un moment clé de l'épidémie, qui était en gros, vous savez, le premier cas c'est le 8 décembre, ce malade qui va mourir d'ailleurs est transporté dans un hôpital militaire, là c'est le secret absolu. C'est à partir de décembre, donc ça commence à être un peu tard, à partir de décembre qu'il y a des rumeurs qu'il est mort, bon. Et c'est surtout en janvier, sachant que c'était l'année, les fêtes de fin d'année, donc ce qu'on appelle Chinese New Year. Je pense que les autorités de Pékin n'ont pas voulu gâcher les fêtes de fin d'année aux Chinois. Non pas parce qu'ils les aiment bien, mais parce que sa légitimité repose. Il n'est légitime vis-à-vis de la population que parce qu'il a apporté la prospérité. Et aujourd'hui, la prospérité, c'est du temps libre. On a suffisamment bossé pendant 30-40 ans pour rattraper le niveau de vie des pays occidentaux, donc les gens aspirent aux vacances. Donc le parti a eu peur. Et donc il a contrôlé, censuré totalement l'information, ce qui a totalement empêché ces flux d'informations décentralisés. Et inversement, il a géré la crise d'en haut, et c'est Xi Jinping lui-même qui reconnaît qu'ils ont fait des erreurs, il y a quelques jours, en sous-estimant l'impact de cette épidémie. Mais on peut comprendre, n'arrive, y compris à l'intérieur du parti, donc en gros 50 à 70 millions de personnes en Chine qui contrôlent tout, n'arrive l'information en haut que transformée en permanence par des petits chefs qui ont peur du plus grand chef, etc. De sorte que... En fait, en voulant contrôler l'information, le régime lui-même a perdu en qualité d'information. C'est ça. Ils sont dans ce qu'on appelle une économie de commandement, et un autre grand économiste, Albert Hirschman, a bien expliqué que la planification a du bon, mais que l'économie de commandement présente un défaut majeur, c'est qu'en réalité, elle manque de souplesse. Et donc, elle n'est pas capable, à un moment donné, de voir que la construction d'une autoroute entre la ville A et la ville B ne sert à rien, parce qu'il n'y aura pas de trafic à l'avenir. Donc l'économie de commandement, c'est planifier longtemps à l'avance un certain nombre de choses. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est les fameux TGV, les trains à grande vitesse. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Il s'est passé que tout d'un coup, 500 millions de gens ont pris leur congé des fêtes de Noël. Et donc, vous avez eu des effets de contagion massifs en Chine qui ont été provoqués par ce phénomène. Et également à l'échelle mondiale. C'était ça le nouveau, c'est que vous avez eu beaucoup de travailleurs chinois qui sont en Afrique, mais aussi en Occident, aux États-Unis, etc., qui sont rentrés en Chine pour les fêtes de fin d'année, puis qui sont revenus ensuite. Alors, l'Afrique fait très attention à ça, ils le gèrent finalement assez bien pour l'instant. Ils mettent en quarantaine les gens qui reviennent de Chine, et surtout, les autorités chinoises elles-mêmes ont réduit fortement le retour, le rapatriement des travailleurs sur les chantiers. Il y a beaucoup de chantiers sur les fameuses routes de la soie qui sont arrêtés. Donc, le système chinois est un mauvais système. Il présente les défauts des qualités du système de marché et vice-versa, d'accord? Et alors, il y a un deuxième défaut, par contre, qui est qu'on voit avec la crise écologique produite par la Chine, c'est le modèle d'industrialisation. Cette croyance qu'on va apporter l'harmonie, la prospérité grâce au progrès, puisque c'est ça l'idéologie désormais des autorités chinoises, a conduit à une surindustrialisation, a conduit à des concentrations urbaines de dizaines de 30 millions, 40 millions d'habitants. À Wuhan? Autour de Wuhan, parce qu'on donne la population de Wuhan, mais c'est pas Wuhan qui est important, c'est la région de Wuhan. Et en fait, les districts industriels, c'est pas seulement Wuhan et son district, c'est l'ensemble du bassin qui va de Wuhan jusqu'à Shanghai. Et donc c'est en gros, c'est le modèle, si vous voulez, de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. La Chine avait mis en place, avec ce paradigme du progrès industriel,
une civilisation industrielle qui a exacerbé encore plus les traits qu'elle a chez nous. Pendant ce temps, en France, des figures du pouvoir semblent fascinées par cette gestion autoritaire de la crise du coronavirus en Chine, notamment en ce qui concerne justement le contrôle strict de l'information, notamment des réseaux sociaux. Comment l'expliquer ? Ça fait des décennies que je travaille sur la Chine. Mon premier voyage, c'était en 1980. Et j'ai vu comme ça aussi, pendant des années, en France, deux camps, clairement s'opposer. Vous aviez les camps, on va dire, anti-chinois, au sens quasiment xénophobe du terme, mais vous aviez ceux qui dénonçaient l'autoritarisme du régime, le totalitarisme du régime, etc., et qui étaient souvent d'ailleurs des reconvertis du maoïsme des années 60. Et puis, parallèlement, vous avez le camp, ce que j'appelle des réalistes. Alors, ça a été perfide quand la Chine s'éveillera, ça a été ceux qui ont poussé les autorités françaises à reconnaître la Chine. Donc, dès De Gaulle, ça commence avec Malraux, et puis vous avez aujourd'hui l'ancien Premier ministre, Raffarin. Bon. Avec ce camp des réalistes, on a dépassé manifestement les bornes. On a en Chine un corps à la fois de doctrine, mais qui n'a rien à voir avec le communisme, un vieux fond de civilisation qui leur permet de gérer de façon extrêmement efficace l'autre. Et ils ont bien compris, il y a des proverbes qui d'ailleurs reprennent cela, mais qui sont marrants, que pour attirer des gens comme celui dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il fallait lui payer son voyage, il fallait lui payer des mois entiers de visite. Il faut voir comment la Chine a investi massivement dans ce qu'on appelle public relations depuis pas mal d'années. Est-ce que cette fascination des autorités françaises pour cette gestion autoritaire de la crise des réseaux sociaux n'est pas aussi un signe d'une fascination pour l'autoritarisme? Parce que quelque part, la surveillance massive, le contrôle des réseaux sociaux, ce sont des thématiques qui sont à la mode ici en France. Exactement. Donc c'est là où je parle de civilisation industrielle, et moi je n'oppose pas on va dire les États-Unis et la Chine, deux systèmes qui seraient totalement différents, etc. J'appartiens plutôt à ce courant de pensée comme Hannah Arendt, etc., Georges Bernanos, qui considèrent que le concept pertinent, c'est le concept de civilisation du progrès. La philosophie du progrès, inéluctable, la science va nous apporter le bonheur, etc. Et cette théorie, cette philosophie du progrès, est une philosophie qui a produit des monstres. Des monstres. Et là encore, je reviens à ces deux grands romanciers du XXe siècle, mais dont les romans restent des best-sellers de la planète, et à juste titre. Orwell, avec Animal Farm, donc la ferme des animaux, qui décrit de façon absolument géniale la dégénérescence des régimes de ceux qui veulent bien faire. Et puis 1984, qui est quand même la société dans laquelle on est aujourd'hui, sauf qu'au lieu que ça soit un écran de télévision dans votre maison, c'est votre smartphone qui est votre écran. Et puis, bien sûr, j'aime beaucoup Aldous Huxley, son Meilleur des mondes, parce que là, on a une pensée encore plus puissante. Il n'y a pas besoin d'utiliser une répression de masse pour contrôler toute la population. Donc le meilleur des mondes, c'est à la fois en Occident et en Chine. Il n'y a pas une société totalitaire chinoise et une société démocratique occidentale. Ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin, c'est que le modèle 1984 a été relégué un peu au musée du passé, même s'il y a la novlangue et les caméras de télévision qui sont présentes partout. Mais le modèle qui a vu le jour à la fin du XXe siècle, début du XXIe, avant ces grandes crises de 2008 et 2020, c'est un modèle de contrôle généralisé par des instruments scientifiques, par la liberté en équilibre, il y a un calcul économique entre liberté et prospérité. Si les gens veulent être prospères, il faut qu'ils acceptent de rogner un peu sur leur liberté. Et c'est en ce sens qu'il y a une fascination pour le progrès à la chinoise. C'est-à-dire, effectivement, les caméras de surveillance, la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies ont été intégrées en Chine, etc. Donc, je ne singulariserai pas le modèle chinois. Il appartient à une vision de l'avenir, ce qui est cette idéologie du progrès. La question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de répondre face à cela, puisqu'il y a eu la crise du capitalisme libéral en 2008. Les réponses, vous avez vu, sont très tièdes en réalité. On a des mouvements de résistance.
On a des mouvements alternatifs. Je crois beaucoup à ces alternatives que j'appelle réelles. C'est-à-dire des gens qui disent allez, la lutte politique, on ne va pas s'en sortir, et donc ils se lancent dans des alternatives réelles. Votre média en est une très très bonne illustration. Et puis vous avez en face à ces résistances et à ces alternatives réelles, vous avez des régimes de plus en plus autoritaires sur la planète. Tout à fait. La dépendance mondiale vis-à-vis de l'industrie chinoise est-elle devenue un risque systémique? Comment en sortir? Je pense qu'il ne faut pas l'exagérer. Je trouve que là encore, le coronavirus va avoir le bon dos. Je prends l'exemple de l'automobile. On entend parler que voilà, il ne peut plus y avoir d'industrie automobile parce que tous les composants, finalement, viennent de Chine. Oui et non. Oui, par rapport à un modèle économique de consommation de masse ultra consumériste, où je fais la chasse au prix les plus bas. Alors oui, là, il y a une crise systémique. Eh bien moi, je vous dis, tant mieux. Il est possible que de cette crise du modèle capitaliste mondial, Made in China, on va l'appeler comme ça, s'ouvre en réalité tout un ensemble d'opportunités pour redéfinir nos modèles de consommation et de production. Dans l'état actuel des choses, prenons un exemple. Allez, à 100%, vous réduisez, vous coupez les échanges de la France vis-à-vis du reste du monde. Bon, vous avez les gens, les Cassandres, qui vont vous dire c'est fini. Attendez, l'économie française s'effondre. Si elle n'a pas de pétrole, ça s'effondre. Si elle n'a pas les composants automobiles, ça s'effondre, etc. Ben non, je ne suis pas sûr du tout, moi. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de potentiels, y compris industriels, mais simplement, bien sûr, votre taux de consommation par rapport à aujourd'hui va être de 40%, vous réduisez. Bon, oui, mais enfin, peut-être que la crise du coronavirus, elle est un peu comme la canicule vis-à-vis du changement climatique. Ce n'est pas le changement climatique qui provoque des canicules. Les canicules ne sont que l'expression d'un changement climatique. De la même façon, l'épidémie du coronavirus sur le plan biologique comme sur le plan économique, qui est plutôt ma partie, est l'expression d'un système industriel, d'une civilisation industrielle du progrès qui n'est pas soutenable, à la fois pour les gens, pour la planète, etc. Et donc, il me semble qu'au contraire, il faut non pas dire chic, tant mieux, parce que la population chinoise souffre, parce que les gens qui sont touchés par le coronavirus souffrent, donc il ne faut pas dire chic, tant mieux, mais soyons suffisamment, anticipons suffisamment le changement systémique qui est exigé par ce genre de crise pour entreprendre et développer effectivement. Alors, attention, parce que derrière la démondialisation, ou ce qu'on appelle parfois la relocalisation, etc., donc le local, lui redonner de l'importance, etc., vous avez un risque qui est la montée des populismes xénophobes. Ce qu'on peut entendre sur les Chinois, on l'entend sur maintenant les Italiens, demain vous allez l'entendre sur les Britanniques, etc. Et je vois que le Front National saute sur l'occasion. Donc attention, la relocalisation ne signifie pas, la fin du progrès. Il y a des... Prenons un ordinateur. Vous avez quand même à reconnaître que la production de masse, ce qu'on appelle l'industrialisation de masse, a permis effectivement d'affranchir l'humanité et d'apporter, entre guillemets, donc du progrès pour tout un ensemble de choses. Là où nous sommes assis, nous dépendons à 80% de cette production de masse. Et donc, qui dit production de masse dit que, par exemple, un territoire comme la Normandie, ou même la France, n'est plus un territoire pertinent pour avoir des économies d'échelle. C'est en ce sens que la Chine apparaîtra au regard de l'histoire comme étant la grande rupture du XXe siècle, parce qu'on n'avait jamais atteint une telle niveau d'échelle de masse de la production. Et on peut dire que les consommateurs en ont été contents, les travailleurs beaucoup moins. Bon. Donc il faut trouver le bon équilibre qui va ne pas pousser devant les Madame Le Pen, etc., tous ces populistes xénophobes qui promettent que la solution, ça va être le local. Parce qu'eux aussi, ils vont racheter ça. De même que le capitalisme mondial est en train d'acheter le bio comme l'avenir de la planète. On va tous manger bio, un bio industriel, ils auront édicté les propres règles du bio, etc. Et on sait que ce n'est pas ça la réponse. Mais il faut utiliser cette crise comme étant un bon moment pour remettre sur la table toutes ces équations économiques qui ont été à l'origine de notre croissance, de ces points négatifs, mais aussi de ces points positifs. Nous allons arrêter cette émission. Merci Jean-Joseph Boyau. Merci à vous de votre invitation.